L'air dans le salon était lourd, saturé de l'odeur de cire ancienne et de l'amertume qui imprégnait les relations familiales depuis des décennies. Un an était écoulé depuis le décès de papa, mais le deuil avait été éclipsé par la froide anticipation de ce moment précis. La lecture du testament. J était assise sur un fauteuil rigide en velours vert, au centre de l'assemblée, me sentant moins comme une héritière, et plus comme l'accusée dans un tribunal informel, le tribunal de l'opinion familiale. Maître Dubois, petit homme en costume anthracite impeccable, éclaircit la gorge derrière la grande table en acajou où trônait la pile solennelle de documents. Le notaire représentait la seule encre de neutralité dans cette pièce chargée d'hostilité. À ma droite, David, mon frère aîné, jouait son rôle habituel d'héritier légitime et irréprochable. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, son expression était un mélange étudié de gravité et de retenue. À côté de lui, Élise, sa femme, affichait un air de supériorité si prononcé qu'il semblait être brodé sur la soie de sa robe. Elle me lançait de temps à autre des regards rapides chargés de jugement, comme si elle vérifiait que J était bien toujours la même âme perdue et instable qu'elle avait toujours méprisée. Le notaire commença la lecture d'une voix monocorde, évoquant les clauses habituelles, les legs mineurs, les remerciements aux proches. Je sentais déjà sur ma nuque le poids du regard de tante Marguerite, assise discrètement dans l'ombre près de la cheminée. Marguerite n'avait jamais manqué une occasion de souligner mes choix de vie peu conventionnels, ma carrière hésitante, et ma prétendue incapacité à gérer quoi que ce soit de sérieux. Elle m'avait toujours traité comme la brebis galeuse, éternelle déception de la famille. Maître Dubois arriva finalement au cœur de la succession. Le patrimoine principal constitué des actifs immobiliers et des liquidités bancaires. Le défunt, M. Charles Desrosiers, stipule une division équitable, à parts égales, entre ses deux enfants, David et Aurore. L'annonce, bien que prévue, fut accueillie par un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre craquer. Mon cœur se serra légèrement. Était la reconnaissance que j'avais toujours désirée. La preuve que papa me considérait sur un pied d'égalité avec mon frère. Mais David n'allait pas laisser cette égalité s'installer. Il avait planifié ce moment avec une précision chirurgicale. Alors que Maître Dubois s'apprêtait à tourner la page, David leva la main, son geste calculé interrompant le notaire, avec une autorité simulée. « Excusez-moi, Maître Dubois, dit-il, sa voix grave remplie d'une fausse contrition qui ne trompait que ceux qui voulaient être. Avant de finaliser cette clause, je crois qu'il est de mon devoir d'apporter un éclaircissement crucial concernant l'état actuel des liquidités. » Il se pencha et sortit de sa mallette en cuir coûteuse un dossier épais, soigneusement étiqueté. Le bruit des feuillets glissant sur le bois poli résonna dans le silence. Au cours des 6 derniers mois de la vie de notre père, alors qu'il était le plus vulnérable et que ses facultés déclinaient rapidement, commença David, faisant une pause dramatique pour s'assurer que tous les yeux étaient rivés sur lui, Aurore a pris en charge la gestion de certains de ses comptes, soi-disant pour couvrir des ILUOLAI soins extraordinaires et pour effectuer des ILUOLAI investissements visant à optimiser son patrimoine. Il me regarda alors, et dans son regard bleu acier, il n'y avait aucune pitié, seulement la froide détermination de me détruire. J'ai ici les relevés bancaires, et ces relevés Maître Dubois prouvent qu'une somme très significative, plus de la moitié des liquidités prévues pour l'héritage, a été dilapidée. Le mot fut lâché, tranchant comme un couteau. Dilapidé. Ce mot, sous-entendant la malhonnêteté et l'irresponsabilité, me frappa de plein fouet. Les murmures parcoururent la salle comme un vent froid. Maître Dubois fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Mais il laissa David continuer, conscient de l'importance de ce qu'il appelait une preuve. David continua, brandissant une feuille spécifique. Sous le prétexte de placement à haut rendement que n'importe quel conseiller financier aurait déconseillé, des montants colossaux ont été déplacés puis ont disparu. Je n'accuse pas directement Aurore de vol, bien sûr, mais d'une négligence criminelle, d'une incapacité totale à gérer les finances de notre père, à un moment où il ne pouvait plus se défendre. En substance, elle a profité de sa faiblesse. La violence de l'insinuation me laissa sans voix. Mes mains serrées sur les accoudoirs tremblaient si fort que le velours rugueux me brûlait les paumes. Je sentais la bile monter dans ma gorge, mais je ne pouvais pas parler. Les accusations étaient si précises, si bien formulées pour paraître crédibles, que je savais que personne dans la pièce ne douterait un instant de la version de David. Il était l'homme d'affaires respecté, l'aîné responsable. J était Aurore, la rêveuse, l'artiste ratée. Élise renchérit, sa voix aigre perçant le silence. Elle s'adressa à la salle, ignorant ostensiblement ma présence. Il est vrai que lorsque l'on n'a jamais eu une situation stable, que l'on a toujours vécu de petits boulots incertains, la notion de gestion de fortune peut échapper. C'est malheureux, mais c'est un manque de fiabilité que nous aurions dû anticiper. Elle fit une pause suffisante pour que l'insulte s'imprime dans l'esprit de chacun. Elle faisait référence à mes années de lutte après l'université, à mes tentatives de créer ma propre entreprise qui avaient échoué. Elle utilisait mon passé de fragilité financière pour justifier le présent mépris. Maître Dubois, embarrassé, tenta de tempérer les choses. Monsieur Desrosiers, ceci est une accusation grave. Avez-vous une proposition concernant la division ?
David, avec l'air d'un martyr sacrifiant son propre confort pour la justice, répondit immédiatement. Oui, maître. Étant donné qu'elle est responsable du déficit de 600 000 €, j'exige que sa part soit réduite d'autant. En réalité, elle ne devrait rien toucher, car la somme restante représente à peine ce qu'elle a déjà dilapidé. Je propose qu'elle ne reçoive que la maison de campagne, dont la valeur est symbolique et qui nécessite des travaux importants, et que le reste me revienne pour compenser le préjudice financier qu'elle a causé à l'héritage de papa. L'humiliation était totale, publique et injuste. J. était assise là, tremblante, accusée d'avoir volé mon propre père. Le regard de tante Marguerite était désormais fixé sur moi, non plus avec suspicion, mais avec une certitude dégoûtée. Je pouvais presque entendre le verdict silencieux de la famille. Aurore est coupable. Elle a toujours été faible, et maintenant elle est malhonnête. Pendant des années, j'avais enduré le mépris silencieux de David. Les commentaires dédaigneux sur mes choix, les soupirs exaspérés lors des dîners de famille, les comparaisons constantes avec sa réussite professionnelle éclatante. Cette douleur invisible était accumulée, formant une carapace autour de mon cœur. Aujourd'hui, cette douleur invisible était devenue une blessure publique béante. Mais au lieu de fondre en larmes, au lieu de me lever et de crier mon innocence, ce que David attendait, car il adorait me voir perdre mon sang-froid, un calme glacial s'empara de moi. Je relevai la tête, fixant David avec une intensité que je savais qu'il ne remarquerait pas, trop occupé à savourer sa victoire. Ce haine était pas le calme de la soumission, mais le silence d'une bombe à retardement. Je me rappelais alors pourquoi j'avais traversé l'année écoulée dans cette froide attente. Je me rappelais les nuits passées dans le bureau de papa après son décès, sous le prétexte de trier ses affaires, mais en réalité, pour chercher ce que je savais être là. J'avais gardé en secret la preuve de ses propres escroqueries, de celles que David avait orchestrées bien avant que papa ne tombe malade. Maître Dubois, après avoir consulté ses notes et les documents présentés par David, se tourna vers moi. Madame Aurore Desrosiers. Votre frère exige un amendement substantiel au testament, basé sur ces preuves d'irrégularité financière. Avez-vous une défense à présenter? J'aurais pu raconter la vérité tout de suite, que les Sarah, mauvais investissements, qu'il m'attribuait, étaient en réalité des tentatives désespérées, suggérées par papa lui-même, de sauver les fonds que David avait déjà commencé à siphonner via des sociétés écrans. J'aurais pu crier que je n'avais jamais touché un centime pour moi-même. Mais crier maintenant n'aurait fait que renforcer l'image de la femme hystérique et coupable. Je pris une profonde inspiration, sentant le regard brûlant de David sur mon visage. Mon silence fut ma seule arme immédiate. Non, maître Dubois, répondis-je, ma voix étonnamment stable. Je n'ai aucune défense à présenter. Pas pour le moment. David échangea un regard triomphant avec Élise. Il interprétait mon silence comme un aveu de culpabilité, l'acceptation d'être la paria. Maître Dubois, vous voyez. Elle ne peut pas nier les chiffres. Le notaire hésita. Dans ce cas, Madame Desrosiers, Monsieur David Desrosiers a préparé un document provisoire, une reconnaissance de dette en quelque sorte, stipulant l'ajustement de l'héritage en sa faveur, en attendant une vérification plus approfondie des comptes par un auditeur externe. Signer ceci serait une preuve de bonne foi. Il me tendit une chemise en papier épais. La chemise tremblait légèrement dans ma main. Signer ce document sec était sceller ma culpabilité. Sec était accepter d'être dépouillé non seulement de l'argent, mais de ma dignité aux yeux de tous. Je regardais le papier puis je levai mes yeux pour croiser ceux de David. Il souriait, juste un léger pli satisfait au coin de sa bouche. Il pensait m'avoir. Ce jour-là, au lieu d'être la paria, j'allais révéler la vérité. Je me levai doucement, le fauteuil grinça légèrement sous mon poids. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Mon mouvement était inattendu, une rupture dans le protocole tendu. Je ne signais pas, je déposai la chemise sur la table. Avec une délicatesse qui contrastait avec la tempête qui faisait rage en moi. Maître Dubois, je refuse de signer quoi que ce soit qui officialise ma culpabilité dans cette affaire, déclarai-je calmement. Je n'ai pas dilapidé l'héritage de notre père. Et je refuse d'accepter cette humiliation publique orchestrée par mon propre frère. David se redressa, son sourire disparaissant, remplacé par une expression d'irritation froide. Ne fais pas de scène, Aurore. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je sais que les chiffres parlent d'eux-mêmes, David, répliquai-je, mais pas les tiens. Je sentis les regards de la famille se durcir. Élise leva les yeux au plafond, exaspérée par mon obstination. Était le moment. J'avais attendu 1 an. Enduré le mépris. Le deuil solitaire. La préparation secrète. J'avais tout en main. Mon sac à main, posé sur le sol à côté de moi, contenait l'objet de ma vengeance, l'arme que j'avais gardée en silence. Vous parlez de preuves, David, continuai-je, ma voix montant légèrement, portant dans le silence électrique du salon. Je crois que Maître Dubois et la famille devraient voir toutes les preuves, n'est-ce pas? Pas seulement celles que vous avez soigneusement sélectionnées. Je me dirigeai vers le côté du salon où, étrangement, papa avait fait installer il y a quelques années un grand écran de projection pour ses soirées cinéma. Était un élément moderne et incongru dans cette pièce bourgeoise.
David me regarda, la confusion commençant à éroder son assurance. De quoi parles-tu, Aurore? C'est terminé. Assieds-toi. Non, David, ce n'est que le début. Je pris mon sac, et je saisis l'objet que j'avais préparé. Un petit projecteur portable, de la taille d'une paume de main, et un disque dur externe. La facilité avec laquelle j'avais glissé ces appareils hors de mon sac contrastait avec la lourdeur du secret qu'ils contenaient. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient étonnamment fermes. Je m'approchai de l'aile, écran mural rétractable, et le tirai vers le bas. « Élise !» lança David, sa voix devenant plus autoritaire, sentant que la situation lui échappait. « Fais quelque chose. Elle est en train de gâcher cette procédure. » Élise se leva, mais hésita, incertaine face à mon calme inhabituel. Personne n'avait jamais vu cette détermination en moi. Je branchai le projecteur. Le petit bourdonnement de l'appareil remplit l'espace. Je ne regardais plus David. Je me concentrais sur la connexion, sur le fait de ne pas trembler. Je savais que l'écran allait révéler non seulement sa fraude, mais des années de mensonges et de manipulation. Nous avons tous entendu David parler de la gestion des actifs de papa, dis-je, m'adressant à la famille, et de comment il m'accuse d'avoir profité de sa faiblesse. Ce que David n'a pas dit, c'est qu'il a lui-même géré l'intégralité des affaires de papa pendant une décennie. Et pendant cette décennie, il n'a cessé de s'enrichir sur le dos de notre père, créant un système d'écran financier complexe pour détourner l'argent. David s'avança, le visage rouge de colère. C'est absurde! Des accusations sans fondement! Tu es ridicule, Aurore. Tu as raison. Les accusations sans fondement sont faciles à balayer. Les preuves, beaucoup moins. Je lançai le fichier. L'écran s'illumina d'une lumière blanche vive, puis l'image apparut, accompagnée d'un son léger. J'avais pris le soin de mettre le volume assez fort, pour que tante Marguerite, qui était un peu sourde, puisse tout entendre. L'image montrait David, il y a environ 2 ans, assis dans ce même salon, devant un ordinateur. Le père était malade, mais encore alerte, bien que visiblement fatigué. La vidéo avait été enregistrée par une petite caméra que papa lui-même avait installée dans son bureau, pensant qu'il s'agissait d'un système de sécurité. J'avais trouvé les fichiers, cachés dans un vieux dossier crypté. La scène montrait David en pleine conversation téléphonique avec son avocat d'affaires. Il parlait à voix basse, mais le micro de la caméra était étonnamment sensible. David, à l'aile, écran voix tendue. Oui, je veux que la transaction soit finalisée avant que le vieux ne change d'avis sur la holding des terres agricoles. Nous devons faire passer ça par la société de Luxembourg. Oui, je sais que c'est risqué, mais c'est la seule façon de le sortir du bilan sans qu'il ne le remarque immédiatement. Il ne lit plus les petits caractères. La salle devint silencieuse. Un silence d'une intensité rare. Le genre de silence qui absorbe tous les bruits ambiants, ne laissant que le murmure de la voix de David sur l'île. Écran. Les visages des membres de ma famille se figèrent. Ils étaient plus des juges, mais des témoins forcés. La vidéo se poursuivit, montrant David détaillant des mécanismes évasion fiscale complexe et des transferts illégaux. Il expliquait clairement comment il utilisait des traves faux frais et des traves sociétés fantômes pour déplacer des millions d'euros du patrimoine paternel vers ses propres comptes offshore, tout en maintenant une façade de gestion financière irréprochable auprès de papa. Le pire moment fut celui où il parla de moi. David, à l'écran, et si jamais quelqu'un se met à fouiner, si Aurore se met à poser des questions, elle est tellement incompétente avec les chiffres que ce sera facile de lui mettre le blâme sur les petits placements ratés qu'elle a fait l'année dernière. Personne ne la croira. Je la ferai passer pour la coupable idéale. À ce moment-là, David, le David réel, debout à quelques mètres de l'aile, écran, devint livide. Son visage, déjà rouge de colère, passa à un blanc cendreux. Il comprenait l'ampleur de la catastrophe. La preuve secrète que j'avais gardée en silence pendant 1 an, cette vidéo incriminante, était projetée sur l'île, écran du salon, devant le notaire, devant son épouse, devant tante Marguerite, devant tous ceux qui m'avaient humilié. Le silence total se prolongea. Il n'y avait plus de murmures, plus de respirations audibles. Juste la lumière crue de la projection et la voix de David, enregistrée, qui continuait de révéler sa cupidité et sa trahison. Élise porta une main à sa bouche, ses yeux fixés sur son mari à l'aile, écran, réalisant peut-être pour la première fois que sa vie de luxe reposait sur des fondations bien plus pourries qu'elle ne l'avait imaginé. Maître Dubois, professionnellement stoïque jusqu'à présent, retira ses lunettes et les essuya lentement, cherchant désespérément un moyen de reprendre le contrôle de cette scène qui venait de basculer dans le drame judiciaire. Il était témoin non pas d'une querelle d'héritage, mais d'une fraude criminelle. David tenta de se ressaisir. Il laisse, et lança vers l'aile, écran, voulant débrancher l'appareil, détruire la preuve. Mais j'avais anticipé ce mouvement. Ne touche pas, David, dis-je. Ma voix était plus tremblante, elle était assurée, forte, remplie de la vérité que j'avais enfin le droit de déverser. J'ai des copies, et l'original est déjà chez la police. Était un mensonge partiel. Je n'avais pas contacté la police, mais les faits étaient immédiats.
Il s'arrêta net, paralysé par la peur et la honte. Je coupai la vidéo, laissant l'écran blanc, une toile vierge sur laquelle le choc général continuait de s'inscrire sur les visages. David était exposé. L'homme parfait, le fils modèle, le gestionnaire irréprochable était révélé comme un escroc. L'agresseur était démoli publiquement par la preuve qu'il avait lui-même créée sans le savoir. Je me tournai vers Maître Dubois, dont le visage portait une expression de stupéfaction professionnelle. Maître Dubois, les documents que David a brandis, dis-je, pointant du doigt les feuilles sur la table, sont des détournements que j'ai tenté de compenser avec l'Éden, mauvais investissement, dont il m'accuse. J'ai essayé de sauver ce qu'il restait de l'héritage de papa, ignorant la profondeur de sa trahison. Je ne suis pas la coupable. Je suis la victime qui a fait le ménage après le passage du voleur. Je sentis une vague de chaleur m'envahir. Non pas de honte, mais de libération. La douleur accumulée pendant toutes ces années de mépris, d'injustice, d'accusations non dites, évaporait. Ce jour-là, tout a changé. Au lieu d'être la paria, j'ai révélé la vérité et retrouvé ma valeur. Élise se laissa tomber sur sa chaise, le regard vide, ne sachant plus où se placer, ni comment réagir à la destruction publique de l'homme qu'elle avait épousé pour son standing. Tante Marguerite, dont le jugement avait toujours été ma bête noire, se couvrit la bouche de sa main, et je pus voir dans ses yeux non pas de la pitié, mais une nouvelle forme de respect, peut-être même de la terreur face à ma résolution. David était incapable de prononcer un mot. Sa façade était brisée, son arrogance était effondrée sous le poids de sa propre image sur l'écran. Il était devenu l'objet de la honte qu'il avait cherché à m'infliger. Maître Dubois fut le premier à retrouver ses esprits, bien que son ton soit encore ébranlé. Madame Aurore Desrosiers ? Ces preuves changent absolument toute la donne. Nous allons devoir immédiatement suspendre la lecture du testament et contacter les autorités compétentes pour l'ouverture d'une enquête pour fraude et abus de confiance. La justice était pas seulement un concept légal, elle était physique, palpable. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis l'enfance. Le lourd fardeau du secret et de l'injustice avait disparu. Je me tenais droite, regardant mon frère non plus avec la peur de la sœur cadette mal aimée, mais avec la force de celle qui détient la vérité. « Je suis d'accord, Maître Dubois », répondis-je. Je me dirigeais vers la porte. Je vous laisse régler les détails légaux avec l'accusé. Pour ma part, j'ai déjà exposé ma vérité. Je quittai le salon, le bruit de mes talons sur le parquet résonnant dans le silence absolu laissé derrière moi. David Desrosiers, l'homme qui m'avait humilié sans vergogne, était resté figé, seul, sa carrière et sa réputation en miettes. J'y étais sorti de ce drame familial non pas vaincu mais enfin libéré, mon honneur restauré par ma propre main. Ce jour-là, âme oubliée, avait repris le pouvoir devant ceux qui l'avaient fait taire. Fin du bloc 1. L'atmosphère dans le salon n'avait fait que se densifier à mesure que David déployait son théâtre d'indignation calculée. Il se tenait debout près du notaire, Maître Dubois, dont le visage sévère montrait une lassitude évidente face à l'obstination du fils aîné. David agitait des liasses de papier jauni. Des documents qu'il prétendait être des relevés bancaires éparpillés, et des factures d'achat exagérées, censées constituer la preuve irréfutable de ma négligence financière, de ma prétendue dilapidation de l'héritage paternel durant l'année précédant son décès. « Voyez, maître », insistait David, sa voix résonnant d'une fausse gravité qui me donnait la nausée, « regardez ces retraits, des sommes considérables qui ont disparu sans justification. » Aurore, dans sa prétendue gestion des soins de papa, n'a fait que vider les comptes à son propre profit. C'est une spoliation pure et simple. Il est clair que je dois prendre la responsabilité de ce qui reste, et que sa part doit être réévaluée, voire annulée. Élise, assise à côté de lui, arborait un air de sainte résignation, le regard hautain qui me transperçait, un silence méprisant qui disait plus que 1000 mots. Regardez la paria, la voleuse assise là, qui attend d'être jugée. Ce jugement silencieux venant de ma propre famille, était le poids que je portais depuis des années. Je m'aimais, était retranché dans un silence glacial, laissant la violence verbale de David rebondir contre le mur d'acier que j'avais érigé autour de mon cœur. Chaque accusation était un coup, mais ce n'était rien comparé aux années de douleur invisible que j'avais endurées. Ces années où David m'avait systématiquement traité comme l'enfant stupide, l'incompétente bonne à rien de la famille. Il m'avait humilié un nombre incalculable de fois, toujours avec ce sourire mielleux, devant papa, devant des amis, utilisant mon caractère réservé et ma patience pour me faire passer pour faible et idiote. J'avais appris à encaisser, à laisser le mépris s'accumuler en moi, transformant chaque blessure en une froide détermination. Maître Dubois toussait légèrement, essayant de retrouver le fil de la procédure. Monsieur David, ces documents que vous présentez sont des copies. Bien que troublants, ils nécessitent une vérification formelle avant toute réécriture des volontés testamentaires. Nous sommes ici pour la lecture, pas pour un procès. Mais David ne lâchait rien. Il avait besoin de cette humiliation publique pour cimenter son statut de sauveur intègre et le mien d'irresponsable coupable. Il voulait que tous les membres de la famille présents, tantes et cousins lointains, soient témoins de ma chute. J'ai fermé les yeux un instant, et le salon a disparu, remplacé par le souvenir lancinant de l'année passée. J'ai revoyé David, 6 mois avant le décès de papa, prendre les rênes des affaires sous prétexte de soulager le vieil homme affaibli par la maladie.
Papa lui faisait une confiance aveugle. Moi, j'y étais reléguée aux soins quotidiens, à la compagnie, l'infirmière dévouée, tandis que David s'installait dans le bureau manipulant les comptes. C'est là que tout avait commencé. Au début, ce N était que des doutes, de petites incohérences dans les relevés que je voyais passer. Des sommes rondes qui partaient vers des sociétés écrans dont papa n'avait jamais parlé. J'avais essayé d'en parler à mon père, mais David intervenait toujours, lisse et rapide, me coupant la parole, expliquant que ces investissements complexes étaient la seule façon de garantir l'avenir, me traitant implicitement d'ignare. Il me discréditait systématiquement, me faisant passer pour l'hystérique et la jalouse, incapable de comprendre la haute finance. Était le mépris silencieux que j'avais dû supporter, le poids de savoir la vérité, mais sans jamais pouvoir la prouver. La douleur de l'impuissance m'avait rongé. Était la pire des souffrances. Voir son père se faire voler par son propre frère, tout en étant incapable d'agir, sous peine d'être chassé du foyer familial, et pire, d'être la cause d'une discorde fatale pour la santé de mon père. J'ai alors pris une décision radicale. J'ai cessé de me plaindre. J'ai cessé de me défendre. J'ai commencé à observer, à noter, à agir dans l'ombre, en secret. 6 mois avant le décès, alors que David passait le plus clair de son temps à Paris, je m'occupais de papa la nuit. J'ai commencé à fouiller, pas comme une détective, mais avec l'intuition froide et précise de quelqu'un qui a tout perdu sauf la vérité. J'ai eu accès à l'ordinateur de bureau que David utilisait pour ses affaires professionnelles. Par une intuition divine, j'ai cherché dans les dossiers cachés, ceux qui ne portaient pas de nom explicite, et je suis tombé sur un fichier crypté, nommé sobrement « Réserve 2021 ». J'ai passé des semaines entières à décrypter ce fichier, travaillant tard la nuit, la tête plongée dans des logiciels de sécurité et des tutoriels trouvés sur Internet. Je me souviens de l'odeur du café froid, et de la lumière blafarde de l'écran qui éclairait ma solitude. Chaque caractère décodé était une petite victoire. Et puis, la porte s'est ouverte. Le contenu du fichier m'a frappé comme une onde de choc, confirmant mes pires soupçons, et dépassant même mes peurs. Il ne contenait pas seulement les relevés bancaires détaillés prouvant les transferts frauduleux de David vers des comptes offshore aux îles Caïmans, maquillés en frais de maintenance ou en investissements échoués. Il y avait aussi un dossier vidéo. Cette vidéo n'aurait jamais dû exister. Elle était le fruit d'une erreur technique. Une application de visioconférence qu'il utilisait pour parler à son associé véreux à Dubaï avait été laissée en mode enregistrement automatique. Était une séquence courte, à peine 3 minutes, mais elle était l'arme parfaite. Sur écran, David, le visage détendu, un verre de cognac à la main, riait grassement avec son complice. Il se vantait d'avoir nettoyé les comptes paternels sans laisser de traces formelles, et pire encore, il se moquait ouvertement de ma naïveté et de mon incapacité à voir plus loin que le bout de mon nez. Il disait que j'y étais si concentré sur les soins de papa que je ne verrais jamais le piège. J'ai senti une froide rage m'envahir. Ce N était plus seulement de l'argent. Était la preuve de la méchanceté pure et calculée de mon propre sang. Je n'ai rien dit à personne. J'ai copié toutes les preuves, y compris cette vidéo incriminante, sur une clé USB ultra sécurisée, que j'ai placée dans une petite pochette cachée dans mon sac. Cette clé était mon assurance, mon bouclier, ma vengeance. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai continué à jouer mon rôle de sœur effacée, de gardienne silencieuse. David pensait avoir gagné, que ces documents falsifiés allaient me réduire au silence définitif. Je gardais en secret cette bombe. Je savais qu'il ne fallait pas la déclencher trop tôt. Elle devait être utilisée au moment où l'humiliation serait la plus publique, la plus complète, là où l'impact serait maximal, devant tous ceux qui avaient cru au mensonge de David et à ma culpabilité. J'attendais ce jour précis, cette lecture de testament, le tribunal de l'opinion familiale. Aujourd'hui je l'étais préparé. Dans mon sac, à côté de la clé USB, se trouvait une mallette discrète. Elle ne contenait pas des documents légaux, comme David pouvait le penser, mais un petit projecteur portable de haute définition, et un câble HDMI. J'avais méticuleusement planifié ma riposte, anticipant tous les scénarios, y compris celui d'une tentative d'interruption. Je suis revenu au présent, le bruit de la voix de David revenant en force dans mes oreilles. Il avait cessé de parler à Maître Dubois et était dangereusement approché de mon fauteuil, se penchant sur moi. Il y avait une odeur d'eau de Cologne coûteuse et d'ambition féroce émanant de lui. Son visage, habituellement si contrôlé, était déformé par l'arrogance et un plaisir sadique. Il voulait savourer ma déroute. « Écoute-moi bien, Aurore », murmura-t-il, assez fort pour qui Élise entende et approuve d'un léger mouvement de tête, mais assez bas pour que le notaire n'entende qu'un échange privé. Tu vas signer les documents de renonciation que Maître Dubois prépare. Tu vas admettre ta faute et tu prendras ce que nous décidons de te laisser. Si tu tentes une seule opposition, je ferai de ta vie un enfer. Tu n'as rien, petite sœur. Rien. Et je veillerai à ce que tout le monde sache que tu es une voleuse ingrate. Il se redressa, affichant un sourire triomphal à l'adresse de l'Assemblée. Il avait atteint l'instant de sa victoire complète. L'humiliation publique était totale. Le mépris avait atteint son paroxysme. Mon cœur a cessé de battre un instant.
était l'instant critique, le point de rupture que j'attendais. Le jeu était terminé. La patience était épuisée. Je sentis l'adrénaline monter, froide et précise, remplaçant la peur et l'ancienne douleur. Mes mains, que David pensait tremblantes de défaite, frémissaient légèrement, non par crainte, mais par l'anticipation du séisme que JC était sur le point de déclencher. Je me suis levée, lentement, mes genoux déliés, ma démarche surprenante après être restée silencieuse si longtemps. Ma stature était peut-être petite, mais le poids de la vérité que je portais me donnait une puissance inouïe. David s'interrompit dans sa tirade, surpris par mon mouvement. Élise leva un sourcil, me défiant du regard. Je pris mon sac, y plongeant la main avec une assurance nouvelle, et en sortis le projecteur et la clé USB. Mon regard croisa celui de David. Le sien était rempli de confusion, puis de colère. Il commençait à comprendre que je n'allais pas signer. Je coupais court à toute nouvelle protestation de sa part. Ma voix, basse mais claire, portant dans le silence soudain de la pièce. Avant de signer quoi que ce soit, dis-je, m'adressant à Maître Dubois mais visant David droit dans les yeux, permettez-moi de faire une petite projection familiale. Il me semble qu'il y a des documents que mon frère a oublié d'inclure dans son dossier d'accusation. J'ai avancé vers le mur blanc face au notaire. David ouvrit la bouche pour protester, mais je étais déjà en mouvement. Le projecteur, petit et noir, fut posé sur la table basse en acajou. Le câble HDMI se connecta au projecteur et à la clé USB, que j'insérais dans son port avec un clic sec, résonnant comme un coup de feu dans l'air immobile. L'assistance était figée. Le silence était total, lourd de questions et de malaise. David, pétrifié, réalisait enfin que la paria qu'il avait cherché à détruire détenait une arme. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage restait impassible. Après toutes ces années de mépris, de souffrance cachée, l'heure de la vérité avait sonné. J'avais attendu ce jour, ce moment où ma valeur serait retrouvée au prix de la destruction de la sienne. Ce jour-là, tout allait changer. Je fixais David. Regarde bien David, pensais-je. La vérité n'est pas toujours celle que tu fabriques. Je pressais le bouton d'allumage. Le temps sembla se figer juste après ma brève, mais percutante intervention. David, qui venait d'achever sa déclamation sur ma prétendue négligence financière, me regarda d'abord avec un mélange d'incrédulité et de mépris absolu, avant que son visage ne se contracte dans une fureur incontrôlée, la même fureur qu'il avait si souvent utilisée pour dominer notre mère et notre père, avant qu'il ne tombe malade. Il vit la minuscule clé USB dans ma main, ce petit objet insignifiant qui contenait l'aile, équivalent de plusieurs années de mensonges et de dissimulation, et crut y déceler un geste désespéré, la tentative pathétique de la petite sœur qui essaye de gagner du temps en brandissant une photo d'enfance ou une lettre sans importance. Il ne pouvait imaginer l'ampleur de la bombe que je m'apprêtais à larguer. Il fit un pas agressif vers moi, le notaire Maître Dubois esquissant un geste de la main pour tenter de le retenir, geste que David ignora avec une arrogance typique. « Assez, Aurore, nous n'avons pas de temps à perdre avec tes simagrées. Remets cette chose au notaire ou tais-toi. Tu as dilapidé l'héritage de notre père, c'est tout ce que l'on sait. » me cracha-t-il, sa voix tremblante d'une rage qui, je le savais, était parfaitement feinte pour intimider. Il essayait de me faire peur, de me faire reculer, de me ramener à mon rôle habituel, de spectatrice silencieuse et soumise à ses caprices. Mais ces années de mépris, cette humiliation publique qu'il m'avait fait subir pendant de longs mois, avaient forgé en moi une détermination inébranlable. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient étonnamment fermes. Je ne reculais pas. Au lieu de répondre à sa provocation verbale, je fis exactement le contraire de ce qu'il attendait. J'avais préparé cette manœuvre pendant des semaines, connaissant l'agencement exact du salon où l'on lisait traditionnellement le testament. Le vieux projecteur de diapositives de notre père, un modèle poussiéreux mais toujours fonctionnel, était posé sur un guéridon d'angle, près d'une prise murale, relique d'une époque où les réunions de famille se terminaient par des projections de vacances d'un été. David n'avait pas jugé utile de le retirer, pensant qu'il ne servait plus à rien. Mais il servait mon dessein. En une fraction de seconde, je contournais le canapé. Maître Dubois me regardait, ses sourcils se haussant d'incompréhension face à ce spectacle inattendu. David, réalisant que je ne venais pas vers lui pour me soumettre, se précipita, son ombre se projetant déjà sur le mur. « Qu'est-ce que tu fabriques, espèce de folle ? Ce n'est pas le moment de jouer avec les antiquités de papa !» hurla-t-il. Il essayait d'attraper mon bras, mais était plus rapide, guidé par la rage froide et la nécessité. J'atteignis le projecteur, le corps tendu comme une corde de violon. Mes doigts trouvèrent l'interrupteur principal, que j'actionnai d'un coup sec. Le bourdonnement mécanique de l'appareil remplit l'espace, un bruit étrange et anachronique dans ce salon empli d'objets de luxe et de silence tendu. J'avais pris soin de pointer l'objectif vers le mur blanc immaculé juste au-dessus de la cheminée en marbre, un endroit parfaitement dégagé qui allait devenir l'aile, écran de la vérité. La lumière crue du projecteur jaillit, une tache rectangulaire et aveuglante qui fit cligner des yeux Élise et les autres membres de la famille présents. David arriva derrière moi, sa main se refermant sur mon épaule. Il me tira violemment en arrière, pensant encore que était une plaisanterie,
une tentative désespérée et puérile de gagner du temps. « Éteins-moi cette chose immédiatement, Aurore. Tu m'as assez humilié avec tes accusations ridicules. » Il ne comprenait toujours pas que les rôles étaient sur le point de s'inverser de manière définitive et brutale. Il se croyait toujours dans la position du juge intègre. Mais j'avais anticipé cette réaction. Mon mouvement était fluide, répété mentalement des dizaines de fois. Ignorant la douleur de sa poigne sur mon bras, je me penchai juste assez pour insérer la minuscule clé USB dans le port adapté que j'avais bricolé discrètement sur l'appareil la veille. Je relâchai le bras de David d'une secousse et tapotai rapidement l'OUL, écran du projecteur pour lancer la lecture. Le rectangle blanc fut immédiatement remplacé par une image en mouvement, le son, d'abord faible, se propageant dans l'espace. J'ai projeté la vidéo incriminante sur l'aile, écran du salon. L'effet fut immédiat et dévastateur. Le salon, qui quelques secondes auparavant résonnait des cris de David et des murmures indignés de ma belle-sœur Élise, devint silencieux, d'un silence si absolu qu'il semblait absorber toute l'aile, énergie de la pièce. David, figé dans son élan, la main encore levée, regarda Kral, écran. Il eut besoin de quelques secondes pour comprendre ce qu'il voyait, puis ce qu'il entendait. La lumière froide et bleutée de la projection éclairait les visages des invités, révélant la stupeur, l'horreur et l'incrédulité. Sur l'île, écran, on voyait David, lui-même, assis dans le bureau de notre père quelques semaines seulement après le diagnostic de sa maladie. La vidéo était granuleuse, mais la voix était d'une clarté terrifiante. Était un enregistrement fait subrepticement, grâce à un petit dispositif que j'avais dissimulé dans un bibelot. David était là, détendu, riant avec un associé invisible hors champ, décrivant avec une délectation malsaine ses mécanismes d'évasion beaux pour transférer des fonds, pour masquer les investissements douteux, et surtout, pour détourner l'argent de la succession avant même l'ouverture du testament. Et le plus beau, c'est que je vais pouvoir mettre toute la faute sur Aurore, entendit-on David dire sur l'île, écran, sa voix emplie d'un cynisme glacial. Elle est trop stupide pour voir clair dans les chiffres. Elle n'a jamais géré autre chose que son petit budget d'institutrice. Elle n'aura aucune crédibilité face au relevé que j'ai falsifié. Papa ne verra rien, il est trop faible. Et le notaire? Il écoutera le fils aîné, le businessman, pas la petite sœur qui a déjà l'air d'une paria. Les chiffres précis du détournement s'affichaient ensuite à l'AL, écran, présenté par David lui-même, qui montrait fièrement des documents à l'associé, expliquant la logistique complexe de la fraude. Était accablant. Ce N était pas une preuve circonstancielle. Était un aveu complet, non seulement de la fraude financière, mais aussi de l'intention délibérée et machiavélique de m'utiliser comme bouc émissaire, de ruiner ma réputation pour masquer ses propres crimes. Maître Dubois, d'abord surpris, rassis, était immédiatement redressé sur sa chaise. Il sortit ses lunettes, les ajusta et fixa l'aile, écran avec une intensité professionnelle. La preuve était irréfutable. La vidéo montrait David manipulant des documents qui ressemblaient étrangement aux preuves qu'il venait d'utiliser pour m'humilier quelques minutes plus tôt. La vérité, gardée en secret pendant si longtemps, se déversait maintenant dans le salon comme une inondation glaciale. La salle est devenue silencieuse. Un silence lourd, pesant, écrasant, chargé de la honte de ceux qui avaient cru les mensonges de David et, pire, m'avaient jugé sans preuve. Élise, ma belle-sœur, poussa un petit cri étouffé, ses mains gantées recouvrant sa bouche, ses yeux agrandis par l'horreur et la réalisation que son statut social et financier était peut-être en train de s'effondrer. Tante Marguerite, assise près de la fenêtre, relâcha son verre de sherry qui écrasa sur le tapis perçant, sans que personne n'y prête attention. Le bruit du verre brisé semblait faible et lointain comparé au fracas de la révélation. David comprit. Il comprit que je était pas une folle jouant avec de vieilles photos, je était pas la victime désespérée, mais l'accusatrice armée. L'arrogance qui avait caractérisé son visage toute la matinée se désintégra, remplacée par une terreur absolue, animale. Il se jeta vers le projecteur, hurlant comme un homme acculé. « Éteins ça! Tu n'as pas le droit! C'est un montage! C'est faux! » Il tenta de débrancher l'appareil, mais Maître Dubois, dont l'autorité légale était soudainement ravivée, agit avec une rapidité surprenante. Le notaire se leva brusquement, interposant sa stature entre David et le projecteur. « Monsieur David, arrêtez immédiatement! Toute tentative de destruction de preuves est un délit grave !» ordonna Maître Dubois, sa voix, habituellement monotone, résonnant d'une sévérité implacable. David fut stoppé net, confronté à l'autorité de la loi, son visage livide de rage et d'impuissance. Il recula d'un pas, les yeux injectés de sang. La vidéo se termina. Le silence revint, encore plus profond que le précédent. Je laissai l'image fixe du bureau de mon père illuminer le mur pendant quelques secondes de plus, juste pour que la vérité s'imprime dans l'esprit de chacun, avant d'éteindre le projecteur. L'obscurité relative du salon revint, mais plus rien était pareil. Je me tournai vers David, qui se tenait là, démoli publiquement, son corps tremblant, cherchant désespérément un mensonge à proférer. Il ne trouva que le vide. Je le regardais, ma voix claire, sans la moindre once d'hésitation ou de peur que j'avais ressentie pendant tant d'années. Vous voyez David, pendant que vous m'humiliez publiquement,
Devant toute la famille, j'avais gardé en secret les preuves de vos propres escroqueries. Chaque mot était un coup de marteau, brisant la façade de l'homme qui avait passé sa vie à me rabaisser. J'avançai vers le notaire, ignorant totalement David et Élise. Maître Dubois, voici l'original de cette preuve, dis-je, déposant la clé USB sur la table à côté des papiers du testament et des fausses preuves que David avait brandies. J'ai révélé la vérité. Maître Dubois prit l'objet, l'examina un instant, puis se tourna vers David, le regard froid et sans appel. Monsieur David, compte tenu de l'évidence et de la nature de cet enregistrement, qui confirme la falsification des documents que vous avez présentés, je suis légalement tenu de considérer cette affaire comme un cas de fraude et de détournement de fonds. Je dois contacter les autorités immédiatement, en tant qu'officier ministériel. La sentence fut prononcée sans appel ni émotion. Le notaire sortit son téléphone portable et éloigna légèrement pour appeler la gendarmerie. Élise se précipita vers son mari, non pas par affection, mais par panique pure, chuchotant des mots incompréhensibles sur leur réputation et leur compte bancaire. Je restais au centre de la pièce, le poids des années de mépris invisible se levant enfin de mes épaules. Tous les regards étaient tournés vers moi, des regards qui passaient de la stupeur au respect, de la surprise à une vague de reconnaissance. Ces mêmes personnes qui m'avaient traité comme la paria, l'incompétente, la coupable silencieuse, comprenaient maintenant qui j'étais réellement. Celle qui avait vu clair dans les manipulations. Celle qui avait patiemment attendu le moment opportun pour exposer la vérité. Celle qui avait sauvé l'héritage familial des griffes d'un escroc. Ce jour-là, tout a changé. Au lieu d'être la paria, la femme faible dont on pouvait rire, j'étais celle qui tenait le destin de la famille entre ses mains. J'avais agi non par vengeance, mais par nécessité de justice et de dignité. Mon frère, le grand David, fut sommé par Maître Dubois de ne pas quitter la propriété en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Sa tentative désespérée de domination était achevée par une démolition publique et légale. Je me sentis libéré. L'air que je respirais était plus léger. L'injustice claire qui m'avait rongé pendant si longtemps avait trouvé son exutoire. J'avais retrouvé ma valeur, ma voix qui avait été étouffée pendant des décennies par l'ombre de mon frère. Mon âme oubliée avait enfin repris le pouvoir devant ceux qui m'avaient fait taire. La justice était immédiate et totale. La vérité n'avait pas seulement exposé un coupable, elle avait guéri une victime. Et dans le silence lourd du salon, je savais que plus jamais je ne serais la petite sœur soumise. J'étais Aurore, et j'étais enfin libre.